Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Bon, on est très heureux de vous recevoir ce soir chez Caribe. Donc, on n'est pas extrêmement nombreux, mais de toute façon, la qualité et la quantité étant toujours deux choses assez différentes. Je pense qu'on va passer une très bonne soirée. Moi j'ai beaucoup de questions à poser à Joshua Cohen. Je pense que ça vaut incroyablement la peine d'écouter la musique en fait, de son texte en anglais ou dans la superbe traduction en français qu'a fait Annie-France Mistral qui est là. Donc voilà, en revanche, moi je ne vais pas me risquer à présenter Joshua Cohen, donc peut-être qu'Annie-France, tu veux dire quelques mots pour... Oui, je peux faire ça. C'est comme vous voyez un jeune auteur. Mine de rien, il a déjà 8 livres derrière lui. C'est un graphomane. Il écrit, il travaille. Et il vit un peu pour ça, quoi, complètement. Il est en même temps, il fait des articles pour Harper's Magazine où il fait des choses sur les nouveaux livres sortis. Un des précédents livres qui avait fait un gros bang dans le monde américain des lettres était vite 850 pages. Parce que quand je dis il a 8 livres derrière lui, il a je ne sais pas combien de pages, j'aurais dû essayer de faire une édition. Il a Cadenza pour Schneiderman qui est au moins 450. Tout ça écrit tout petit. Et ça, c'est un très court livre qu'il a écrit en 2004. Il avait 24 ans. Et il a été publié simplement en 2008. Et après, peut-être, on va entrer plus dans... Mais c'est bien, quoi. Et c'est quelqu'un qui a un succès d'estime énorme et puis qui, depuis 6 mois, 8 mois, tout d'un coup maintenant est reconnu. C'est-à-dire il est traduit en Allemagne avec une grosse maison d'édition dont j'ai oublié le nom. 4 livres seront traduits. Et puis aux États-Unis, il est maintenant avec Random House, qui est un truc colossal. Voilà. Et donc il est content et parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est écrire. Basta. All you want is writing. Basta. No? Yeah. Yeah. It's a way to see it. It's one way to see it. Yeah. Well, it's Well, pretty, if you have pretty another sad way- way to see it, but yeah. Well, yeah, no. sure. I mean. Yeah. I mean, all I've done is writing. Yeah. I'm trying to do some other things. Great. I'm sure you will. A few. Well, One day. when you grow up, you will. When I grow up. Moi, quand j'ai reçu en fait donc ce texte, j'ai vraiment adoré quoi. Enfin, au bout de quelques phrases, et j'ai vraiment trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez unique. Enfin, en tout cas, moi, j'avais jamais lu ça. C'est à la fois un thème donc qui est un thème de départ puis en fait qui irrigue l'ensemble du livre, mais qui est assez rare. Alors, j'aurais une question sur ça, mais tout à l'heure, parce que justement, j'avais le sentiment, et on en a déjà parlé avec d'autres auteurs, que écrire en prenant comme fait central, même quand c'est seulement comme prétexte sur le terrorisme, et notamment sur le terrorisme à base de bombes aux États-Unis de nos jours, c'est quand même quelque chose qui n'est pas simple. Il y a un problème de réception. Et que c'est d'autant plus paradoxal, effectivement, que ce soit donc écrit par quelqu'un qui n'est pas israélien, enfin qui est américain, mais donc qui est juif et qui parle d'attentats musulmans, puis qui ensuite parle d'islam d'une façon extrêmement précise. Et ça, moi, dans mon sentiment, c'est quelque chose qui met extrêmement mal à l'aise, en fait, une bonne partie du public américain, qu'il soit de religion juive ou pas. Donc c'est vrai que ça m'a un peu fasciné, et puis après, j'ai été emporté par le flow, parce que on se disait tout à l'heure au moment de choisir des extraits à lire qu'on va entendre bientôt, mais c'est vrai qu'il y a une langue qui est extrêmement prenante, évidemment, mais qui coule. Alors là, pour le coup, sur des pages et des pages, et il y a peu de points, il n'y a pas beaucoup de virgules, enfin il y en a un peu, mais pas énormément, et ça emporte vraiment tout sur son passage, quoi. Voilà, ce que je propose, alors pour ceux qui n'auraient pas déjà lu le livre en anglais et en français, c'est peut-être de lire un extrait, notamment celui du début, parce que ça pose un peu les choses, quoi. I will probably read the subtitle first, which is A Heaven of Others, being the true account of a Jewish boy
Jonathan Schwarzstein of Chernichovsky Street, Jerusalem, and his post-mortem adventures in and reflections on the Muslim heaven, as said to me and said through me by an angel of the one true God, revealed to me at night as if in a dream. How did I get here, if I am still an I, if how and where is here can still be asked and why? He got here how he got here, how anyone gets here, how and where, it is not my domain, this answering of questions. It is unbecoming, truly insulting, beneath me, below. Rather it is I who create these questions and endeavor to create them answerless, unanswerable to anyone save the asker to whom, and do not fall into the wrong pit if it is in me to ever create one. They are still unanswerable, but who still must seek, to hide a find, to question my domain, my only power, rather the only power I allow myself in the how and in the here. But rest assured that here was arrived at through no fault of his own, and that what is mine is my memory. A memory is all that is left and all that is mine, which either begins or does it end, only to begin all over again on what had been the most summery, swelteringly ripest pear day I can remember, I ken the most. I was with my parents, but already without them. Verily, I was outside with the cars, amongst the birds and the beeswax I was old enough for alone. It was my birthday, my 10th, a toy birthday, and so we were on the way to the toy store for my present, but after, and only after, as the Queen always said, this pilgrimage had to be made. A nail had been sticking through his shoe, killing it, shoe through, my Abba's, in pain since yesterday's yesterday, ever since a nail had stuck through cow and foot, my Abba's. Abba was in a shoe store with the Queen. That's how Abba we often called him, called Ima, wife, Eve of my Lilith, mommy, mom, hello Mutta, the woman of the house or apartment hold bride. Me, I was. I was as bored as a baked good. The street in asphalt birthday cake, rising the candle of me flickeringly impatient, to reflect dimly in the window of the display under the sign saying shoes, over the sign saying personal data solutions, reflected hazily inattentive in the window from a store of computers on the opposite side of the blah blah blah. I was observing myself. My skin stretched across the rounding toes, not yet scuffed of shoes, not yet my size, that never would be. Puffing myself out as if Hanukkah donuts were filling my cheeks, frying behind my eyes, I observed my eye. Jelly limbs. What was reflected back to me was merely a reflection of my form. Jam nose, mouth preserves, the shape of any not quite but almost 10-year-old, itchy in weight, twitchy with sun and light and heat, and not the faces, for example-ish, the Queen had once loved. The default funny face, the default sad face. Opposites fulfill those as engaging as I once was, that don't disturb me when I'm watching TV face. Which I meant as much as to keep the beats far, far away from me on the other opposite end of the table face. And which of what is me or isn't, I never wasn't. A toy, I just wanted a toy, to break to get another toy, to break next year or upon the new year, which were never. He stood there, beyond all, alone despite any reflection, picking pants from tush. In hot ennui, Abba would say, steeped in stirless anime, and vuvkov vuv, a stupid day, he'd say, Abba sitting to try on pair after pair after pair, with the Queen standing, vetting, disapproving, mostly knowing, anything but denying, anyone but herself least of all. I remember, I observed all this wonder through the window, in which I observed, just as much, the reflection of the signs, weak as too outstretched. And then I don't know why I turn, but I did. It was a presence, a breath on the back of my neck,
Abba would have said the tush of my head. I turned to the boy turning to me. He was running. His arms flapping flight shed wildly. He turned, and the boy met him. His skin the milk of pigeons, with dark eyes and hair, maybe the earliest dew of a mustache. Stubbly manna, it tickled. I laugh as much as we kissed or just seemed to. He hugged me, I don't know why. I hug him back in return. Us, we hug tightly. We fall on each other. We feel for one, and for others we fall. We feel and we hug. Their eyes shut, they squeeze, just like lemons. And then they explode. Mind the seeds. One boy's name was his. The other boy's name was his too. The same age, then they were 10, near enough. And both are now mine, equally neither. But the question's far from where is here, how near from there, without a stir of why. Answer is, I'm dying. Donc, c'est important de lire le titre en entier, hein, le paradis des autres. Véritable récit d'un jeune garçon juif, Jonathan Schorstein, de la rue Tchernikovski, de Jérusalem, et ses aventures post-mortem, et réflexion sur le paradis des musulmans, ainsi qu'un ange du seul vrai Dieu l'a à moi dit et à travers moi parlé et à moi révélé, la nuit comme dans un rêve. Comment est-ce que je suis arrivé ici, si je suis encore un moi? Et si se demander comment et où est ici est encore possible, et pourquoi? Il est arrivé comme il était arrivé, comme ils arrivent tous. Comment et où les réponses aux questions, ce n'est pas mon domaine. Déplacé, insultant, vraiment en dessous de moi, bah! Disons que c'est moi qui crée ces questions et m'efforce de les créer sans réponse. Impossible d'y répondre. Sauf que celui qui se les pose, et ne tombez pas dans le piège de savoir si c'est à moi de les créer, même s'il n'est pas possible de trouver des réponses, doit malgré tout chercher, et garder pour lui ce qu'il trouve. Mettre en question mon domaine, mon seul pouvoir, ou plutôt le seul pouvoir que je m'autorise dans l'ici et le comment. Mais sachez-le bien, ce n'est pas de sa faute si dans cet ici-là, si c'est dans cet ici-là qu'il est arrivé. Et sachez aussi que ce qui me revient, c'est ce dont je me souviens. Un souvenir est tout ce qui reste et tout ce que j'ai. Lequel commence ce jour-là, ou bien est-ce qu'il finit pour mieux repartir du commencement, ce jour d'été, un jour torride comme aucun autre, un jour de poire plus mûre qu'aucune autre dont je puisse me souvenir. Ce jour-là, je m'en souviens très bien. J'étais avec mes parents, mais déjà sans eux. J'étais resté dehors avec les voitures, envoyé sur les roses et dans les choux. J'étais assez grand pour tout seul. C'était mon anniversaire, 10 ans, un anniversaire à jouets, et donc on était en route vers le magasin de jouets pour acheter mon cadeau, mais après, et seulement après, comme disait tout le temps la reine, le pèlerinage devrait être accompli. Un clou s'était planté dans sa chaussure, transpercé de part en part, à mort la chaussure de mon abat, qui avait mal depuis la veille d'hier, depuis qu'un clou avait traversé et la vachette et le pied de mon abat. Abba était dans un magasin de chaussures avec la reine. C'est comme ça qu'Ababa, comme on l'appelait aussi, appelait mon Ima, reine-mère, épouse, Ève de Malilith, maman, et l'Omuda, la maîtresse de maison de l'appartement, femme. Et moi j'étais là, j'en avais autant marre qu'un biscuit dans un four planté dans la rue tel une bougie sur le gâteau d'anniversaire d'asphalte, me consumant d'impatience, pas le reflet dans la vitrine en dessous de l'enseigne chaussures et au-dessus de l'enseigne solution pour vos données personnelles, qui nébuleusement et négligemment se reflétait sur la vitre depuis le magasin d'ordinateur en face du blablabla. Je m'observais, moi, ma peau qui s'étalait sous les bourrons, pas encore éraflée de mes souliers, pas encore à ma taille, et qui ne le serait jamais. Je, joues gonflées comme si bourré de beignets d'Anouka, soufflais, suffocant jusque-là par derrière les yeux, observant mon moi, jambes en compote. Ce qui m'était réfléchi n'était qu'une réverbération floue de ma physionomie, nez en marmelade, bouche en bouillie, l'image de n'importe quel gamin de pas tout à fait mais presque 10 ans, fourmillant d'impatience, bouillant sous le soleil et la lumière et la chaleur, et pas avec une de ces têtes de circonstances que la reine aimait avant, pour m'exempliquer, la tête gaie par défaut, la tête triste par défaut, même si, au contraire, elle les aimait, tellement j'étais aimable avant. Mais plutôt la tête ne me dérange pas quand je regarde la télé, que j'aurais tellement voulu lui faire, tout comme celle pose les betteraves loin de moi sur la table, à l'autre bout, et que ça vienne de moi ou pas, jamais je ne lui faisais. Un jouet, je voulais seulement un jouet, en finir et avoir un nouveau jouet, en finir avec l'an prochain ou au nouvel an, lesquels ne sont jamais arrivés. Il était là, au-delà de tout, seul malgré tous les reflets, se remontait le pantalon sur l'arrière-train, en proie à un ennui torride,
Abba aurait précisé, pétri d'imperturbable anomie, et Vav, Kav, Vav, quelle journée stupide, il disait, Abba, assis, essayant paire après paire, la reine debout, inspectant, désapprouvant, négativant la plupart du temps, démontant tout et tout le monde sans se démonter le moins du monde. Je me souviens que j'observais cette scène merveilleuse à travers la vitrine sur laquelle j'observais tout autant les reflets des enseignes, faiblards, comme trop étirés. Et là, je ne sais pas pourquoi je me retourne, mais si, une présence, un souffle sur ma nuque. Mon Abba aurait dit l'arrière-train de ma tête. Je me suis retourné vers le gamin qui a tourné vers moi, il courait en battant des ailes, bras grands ouverts. Il s'est retourné et le gamin lui est rentré dedans. Sa peau, du lait de pigeon, des yeux et des cheveux noirs, peut-être le perlant précoce d'une moustache. Picotante manne céleste, ça me chatouillait, ça m'a fait rire comme si on m'embrassait, ou qu'on avait l'air de... Il m'a pris dans ses bras, je ne sais pas pourquoi, je le prends pareil dans mes bras, moi aussi. Tous les deux on se serre fort, on se tombe dessus, on sent qu'on ne fait qu'un, et pour les autres on fait une chute. On sent, et on se serre. Yeux fermés, l'un comme l'autre, l'un contre l'autre, pressés, comme des citrons. Et puis ils explosent. Gare au pépin. Le nom d'un des gamins était le sien, le nom de l'autre était le sien aussi, même âge, ils avaient 10 ans ou pas loin, et les deux sont à moi maintenant, et en même temps aucun. Mais on est loin de la question, c'est où, ici, proche ou pas de là-bas, sans même aller remuer le pourquoi. Réponse, je meurs. Voilà, donc j'espère que ça donne une bonne idée en anglais, comme en français, malgré les erreurs, excusez-moi. Voilà, du type de... Je crois qu'on peut parler de flow, hein, on sent qu'il y a des choses qui se développent. Alors, à l'oral, c'est pas toujours facile de faire sentir les majuscules. Il y en a quelques-unes, notamment quand le gamin qui n'est pas vraiment le narrateur, hein, dont c'est le flot de conscience, mais on sent bien qu'il y a un intermédiaire, il y a quand même quelqu'un là qui est intervenu, et que il utilise des expressions qui viennent de son père, de sa famille, une famille qui est très présente, hein, dans ce livre. C'est une des choses sur lesquelles on a des questions à poser. Donc voilà, ça, je pense que le début donne bien de quoi il s'agit en fait. Donc là, on peut le dire sans faire un énorme spoiler en fait. Donc il y a bien un gamin israélien qui accompagne son père pour acheter des chaussures dans un magasin de chaussures à Jérusalem et qui est saisi par un kamikaze. Il explose. Et ensuite, il va entamer un périple assez incroyable en fait. Bon, et comme le titre nous l'indique, on sait bien, il va aller au paradis. C'est un gamin de 10 ans, bon, pas destiné à l'enfer a priori quand même, enfin ça dépend des théologies, mais il a quand même toutes ses chances. Mais il se retrouve au paradis des musulmans, quoi, alors qu'il est juif, il n'y a aucun doute. Est-ce qu'il n'y a pas d'enfer musulman? Non, alors, en tout cas il n'est pas dans le bon paradis, il est dans le paradis des autres, et ensuite voilà, il va y avoir quelque chose qui va se développer, qui est assez incroyable. Enfin, est-ce qu'il y a un enfer juif et est-ce qu'il y a un paradis juif? What did you say? What is there any paradise in Jewish culture? No. No. Well, it's a 15th century mystic tradition, but no, not in pre-medieval Judaism. No, not at all. Pas dans le judaïsme pré-médiéval. C'est une tradition après qui est venue après. Yeah. Non, c'est une des choses qui a été expliquée par Joshua Cohen. Je crois que c'est dans une des envies en fait, moi, de ce que j'ai saisi, parce que là il y a une exploration effectivement des paradis possibles, pas des enfers hein, d'ailleurs, hein, des paradis possibles. Mais on tombe effectivement sur des limites, c'est qu'il y a bien un paradis musulman. Celui-là il est décrit de façon assez complète. Il y a un paradis chrétien, enfin catholique, qui a aussi pas mal de descriptions. Il n'y a pas en effet de paradis juif, ça n'existe pas véritablement ce concept, pour un tas de raisons que nous expliquerez peut-être, mais il y a... les juifs c'est ici et maintenant. Enfin, I mean, there are 2 points at which there is major thought about Jewish eschatology, right, a theory of an afterlife. And the first part is... the first time that there's a response to it is really in response to the development of Christianity, right? Or the response to the development of the Essenic cults that then develop into early Christianity, and you begin seeing that with the late prophets, pre-Christian prophets like Isaiah. That's the beginning of the thought of that, but that's way after the composition of the Bible. Bon, donc toute cette histoire, ça vient avec les prophètes tardifs comme Isaïe et tout ça,
et ce qu'on appelle l'eschatologie, le fait de vouloir comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà. Et c'est entaché, c'est là qu'arrivent les premiers chrétiens et tout ça. Et It was compensatory. It was a way that Judaism was dealing with people leaving and becoming Christians, or becoming Hellenized and then becoming Christians, was to develop its own metaphor of an afterlife, idea of an afterlife. ok. Donc les Juifs, ils étaient christianisés, hellénisés et christianisés, et c'est comme ça qu'ils ont entamé cette métaphore de la vie au-delà, enfin, de la du paradis. And that's the first, that is, like, let's say, the most known or the most famous story of Jewish theology grappling with the idea of an afterlife. But the less known one is... La façon, ça, c'est ce qu'on connaît bien. La façon moins connue d'envisager le paradis dans la tradition juive, c'est... And the less known one is the enormously hybridized mixed culture of Andalusian Spain. When, Voilà, alors c'est une culture hybridée et mélangée qui se trouvait en Espagne, en Andalousie, en Espagne, quand les Juifs étaient là. During Ouais. which, Jewish mysticism, the Kabbalah, evolves under the aegis of Moshe de Leon, but it was very much influenced by Muslim. Voilà, donc, et là, il y a toute la Kabbale qui a commencé à développer et qui était très influencée par les musulmans qui étaient là. And so the Jewish idea of the afterlife was always something that was either borrowed or in reaction to. Voilà, donc l'idée pour un juif de la vie au-delà, c'est soit emprunté à ou bien donné en réaction à. Enfin, conçu, conceptualisé en réaction à. Moi, je trouve que c'est une des choses les plus fascinantes, c'est justement qu'une des questions qui est presque, qu'on devine à l'origine du livre, c'est effectivement cette comparaison en fait entre les paradis, d'une certaine façon, puisqu'il y a bien un paradis qui n'est pas le bon, donc c'est bien qu'il y en a d'autres, ou en tout cas qu'il y a un imaginaire avec d'autres paradis, et que ça vienne en effet, comme Joshua l'indique, au départ, dans les premiers siècles de l'Église chrétienne et dans les premiers siècles de l'islam, d'une lutte en fait entre religions, d'une lutte théorique pour avoir le meilleur paradis, en fait, et qu'ensuite sautant presque 1500 ou 2000 ans, on soit sur un terrain, on est dans un affrontement qui cette fois n'a rien de théorique. Sure, yeah, but I mean the struggle within Judaism itself, which was how to survive as a religion of negation, which was how do you deal with the concept of salvation, right? And how do you exist as not just as a people, but how do you exist as an individual without the promise of salvation? Bon, il dit de toutes les façons, c'est un combat qui existait déjà parce que il faut lutter pour se constituer en tant que juif, en tant que peuple, certes, mais en tant que ayant cette religion qui ne va pas vous donner le truc du salut, l'espoir du salut. Donc il faut se constituer. Un juif, a priori, normalement, il n'a pas de salut devant lui. Donc c'est ça quoi l'histoire du paradis. Et après effectivement le salut, mais là je fais pas que traduire, c'est lui qui doit dire. Which very much comes from, again, that same initial Greek split. There's that Greek word of speaking, apophasis, apophatic theology, which is not it doesn't say that we believe in something, it's a theology that defines itself by saying we don't believe in something. It's the exclusionary. Voilà, donc c'est la même chose un peu que tout à l'heure, cette espèce de truc qui arrive hellénistique de la fin du truc. Alors, aposthétique, je sais pas du tout, je connais pas du tout ce mot. Aposthétique, apophatic, apophasis, yeah. Donc l'apothésis, qui se définit non pas on croit à quelque chose qui est là, mais on nie, on est dans la négation de l'idée des... Voilà. The definition by negation. Voilà, c'est une définition par la négation. Yeah. Le refus même. La négation, le refus. Et le refus, to refuse. Yeah, to refuse salvation is the definition of the theology. Yeah, to a degree. Oui.
le refus du salut serait la définition de cette théologie. Un truc que je trouvais un peu mais paradoxal hein, dans la construction en fait, de l'histoire, mais magnifique hein, comme paradoxe, c'est qu'on parle de paradis, donc de choses qui sont, pour moi, hein, qui ne suis pas, vous aurez peut-être saisi que je ne suis pas un religieux phénoménal, mais qui sont quand même conçues comme des choses pour échapper à l'angoisse de la mort. Enfin, ça que ça sert, les paradis, fondamentalement. Et c'est un gamin donc, qui a une connaissance normalement faible, et à aucun moment je trouve qu'il y a d'angoisse. C'est que il y a une espèce d'acceptation immédiate et magnifique de tout ce qui lui arrive. He's too young to rebel. Yeah, il est trop jeune pour se rebeller. Yeah. Mais justement, du coup, il retrouve une forme je sais pas si c'est... moi, je le vois pas comme de l'innocence, je le vois au contraire comme une espèce de radicalité qui voit à travers le côté complètement surfait quoi, des paradis. Les paradis, c'est un peu Disneyland. Quoi. Ouais. Et lui, il croit pas. Ouais. Il voit les choses comme elles sont. Yeah. Voilà. Yeah. Well, I mean, the miracle of his dying is that he's sort of more alive than ever. Le miracle de sa mort, c'est qu'il est encore plus vivant que jamais. Yeah, far Ça, more mature than Far more mature than and Yeah. intelligent. Yeah. And Yeah. intelligent, yeah. Il est plus mûr, plus intelligent. Ah ouais, dans la seconde de l'explosion, il prend un coup de vieux et d'intellect hein, quand même. Oui. Et il y a quand même un chapitre qui s'appelle Mûrir à l'infini, quoi. Exactement. Et donc, Well, tout d'un coup, il sait tout. my idea was, you Son know, idée était. in the history, I mean, certainly in the history of Judaism, but at the same time as the history of really the West, you have the idea of what in Hebrew is called the Haskalah, but English is, you know, the Enlightenment, right? And my idea was, you know, and it's a very like Spenglerian idea, but what if, you know, death was a historical period like the Enlightenment? You know, Okay. I wanted to make death as if it were the historical period of the Enlightenment. Ok, donc il a voulu donner à la mort le statut des Lumières, de cette période historique des Lumières, Enlightenment, et voilà. Et si, alors c'est une idée qui viendrait un peu de Spengler, alors je vous laisse juger, mais si mourir, c'était devenir complètement éclairé et clairvoyant, quoi. Enfin, donc si, moi quand je fais ce livre, je veux faire je veux imaginer qu'on est dans cette période historique des Lumières à partir du moment où on est passé à être mort. C'est son idée. Moi, je trouvais qu'il y avait plus de Spinoza en fait. Non mais sérieusement. Hein, Ouais, he thought there was more Spinoza in it. Well, there, you know, there's a lot of pre-Enlightenment thinking as well. But you know, one of the great lines Spinoza was a great philosopher, but not a great prose writer. No, Right, right, Yeah, that's right. But he has, you know, one of his greatest lines was, "Reality and perfection I consider synonymous terms." Right. Voilà. Wait a minute, so that I don't miss everything. Ok, alors, il dit oui, il y a aussi beaucoup de pré-lumière, de gens avant la période des Lumières là-dedans. Donc Spinoza, oui, pourquoi pas Spinoza. Le problème, c'est que Spinoza écrit pas très très bien. Mais à part ça, Spinoza a quand même dit cette chose formidable qui est que la réalité And et la perfection sont la même chose. Yeah. Voilà. Which is a very proto-Enlightenment, early Yeah. Enlightenment Voilà, idea. c'est du proto-lumière. C'est à cause de ça que j'ai pensé ça, c'est que j'avais l'impression que la vision de l'enfant, en fait, le fait d'accepter les choses et de lui de pas rentrer justement dans une Oui. démarche comparative consumériste, était très spinoziste en fait, dans sa façon d'aborder ce qui se passe. His attitude was very Spinozist, the child's attitude, like he's not entering the business of it. Yeah, He's just accepting and going. Yeah, I mean, well, there were certainly, you know, Spinoza is always treated as this very stark, almost medieval figure, right, with the mathematical precision, the Euclidean Axioms, the Euclidean, right? But people miss the tension in it. There's so much tension. There's so much anxiety hidden. When you make a system, it means you have anxiety,
right? Voilà, quand on fait un système, ça veut dire on a de l'anxiété. Donc, par exemple, ce système de Spinoza, très mathématique, les axiomes, les blablabla, il y a de la tension dessous. Et la fin était, quand on fait quand on fait des systèmes, c'est qu'il y a de l'anxiété, de l'angoisse. And I wanted to show these sort of system anxiety, you know. Et il avait envie de montrer l'anxiété de ce système. Systemangst. Can I butt in? Because I love to say something about submission, which is, you know, the meaning of Islam. Yeah. Islam is to be submitted. Yeah. So is this little child going up because he's accepting, or is it because he says, okay, I have to submit, okay, I submit? Well, And because he says so sometimes as well. Well, he has this moment that you know, he knows. It's amazing that one of the things I read a lot of, and they're usually very badly written, these prose narratives of people who say they have near-death experiences. So, il a lu beaucoup de ces gens qui écrivent sur leur expérience après la mort, puis qui reviennent vivant après là. And one of the first Yes. and one of the first things that everyone says, which is sort of amazing, which is, and they don't realize it's amazing. They usually have, you know, crazy shit always happens, right? But one of the first things they always say is, "I knew I was dead." Okay, so And that's one of the craziest lines ever. voilà, c'est que bon, ces livres qui sont plutôt mal écrits, alors les gens ils ont des machins là très très blablabla. Mais en tout cas, une chose incroyable qu'ils disent, mais qui est importante, mais ils se rendent même pas compte à quel point c'est important, c'est ils disent, je savais que j'étais mort. Et c'est quand même un des, dit-il, hein, je traduis toujours, c'est une des phrases les plus folles qui puissent exister. Yeah, and that line in all of those accounts is always the most literary moment in all of the accounts, because it provides a justificatory framework. You know, they immediately at that point, even if they don't think they're writing literature, they become literature writers because they're creating the frame for their story. And in that sense, I wanted to use that same concept of the knowledge of death. If you know that, then you have to know everything. Right? I mean, if you know what you are, right? Finally, then how don't you know everything else? It becomes the justificatory framework for the rest of the. Of the novel, the est-ce que narrative. tout le monde a compris où est-ce que j'essaye de résumer? C'est quand les gens qui ont des near-death experience parlent et qui disent je savais que j'étais mort, tout d'un coup là ils font enfin de la littérature. Évidemment c'est toujours assez écrit n'importe nawak, mais tout d'un coup là ils font de la littérature. Et comment ils font de la littérature? Parce qu'ils se donnent cette espèce de cadre où enfin il pourrait et il dit, alors il passe du scribouiller à effectivement être des writers. Ils sont vraiment à ce niveau-là. Et en fait, lui, à l'intérieur de ce livre, c'est un peu ça qu'il a voulu faire, c'est-à-dire se donner les moyens de quelqu'un qui sait qu'il est mort. Donc ça, c'est ça son cadre. Et s'il sait qu'il est mort, alors il sait tout. Et donc il faut lui donner le savoir absolu de tout. Yeah. Is that right? Huh? Yeah. Yeah, you get that. And then there's you know, so in a sense, on one hand there's Spinoza, but on the other hand, you know, someone like Wittgenstein would have very much enjoyed a sentence that said, "When I was dead," right? You know, back when I was dead. Ok, Yeah. donc effectivement il y a du Spinoza, mais quelqu'un comme Wittgenstein, et effectivement bien sûr, aurait adoré la phrase qui dit oui, lorsque j'étais mort, j'ai fait voilà. Yeah. Et ça, effectivement, Wittgenstein. C'est marrant parce que alors, pour ceux qui étaient là, mais avant-hier, en fait, l'univers d'Antoine Volodine résonne énormément avec ce moment, puisque ils sont faits, mais qui ne prennent pas du tout les mêmes angles philosophiques, Of mais course, qui sont des it's not. angles narratifs. Il y a effectivement un no man's land, un moment qui s'établit où les gens sont soit vivants, soit morts, soit un peu des deux, et dans le fond, ça n'a aucune importance. Okay, Et donc les gens peuvent très bien dire there's no man's land, some quand people j'étais are mort. dead. I mean, I'm interested in it as again, I think that one of the most complex thoughts right now for a writer is what justifies the existence of a text.
Bon, ce qu'il y a de plus complexe pour un écrivain, c'est qu'est-ce qui va justifier que je sois en train d'écrire. L'existence de ce texte, qu'est-ce que c'est sa justification? And you know, there are many, and we're reading now at the end of a long century and a half of devices. You know, the epistolary novel. Okay. You know, the diaristic novel, the letters to friends, and I feel like the letter from death, or the narrative from death, to me is a wonderful frame. Donc ça fait un siècle et demi que la littérature se dit pourquoi est-ce que j'existe. Donc on donne des réponses. Alors ça peut être ok, j'écris un journal, ok, j'écris à un ami, ok, je suis un narrateur qui a entendu blablabla. Et puis lui, ce qui l'intéresse, c'est de se dire moi j'écris derrière la mort. Voilà. Et là, ça me fait mon cadre. Et là, j'ai ma justification de pourquoi j'ai écrit le livre. Because it allows you to do a first-person experience, Voilà. along with a third-person omniscience. Voilà. You Donc, become God and the individual. Yeah. right. Donc ça, c'est parce que et comme ça lui donne la possibilité de faire un truc à la première personne. Là, il l'a pas dit, donc je le dis pas. Mais bref, un truc à la première personne et en même temps d'avoir une troisième personne qui est quelqu'un qui est omniscient. Et donc ça, c'est sa modernité à lui, quoi. C'est sa justification de son concept, de son... Une chose que j'ai trouvé formidable, c'est que, voilà, puis là on le sent un peu dans la discussion, c'est puissamment philosophique, enfin, et on peut appliquer aussi bien du côté purement théologique que du côté philosophe qui s'intéresse à la question, effectivement, de l'existence. Enfin, donc il y a un contenu qui est extrêmement profond, mais ce que je trouve génial, c'est que utilisant effectivement le fait d'avoir franchi ce seuil de la mort pour questionner des choses aussi fondamentales que ça, et permettre en effet quelqu'un qui est là et puis qui reçoit un savoir monumental pour être en situation de questionner. Mais l'un des dogmes en fait qui se retrouve de fait mêlé à ce questionnement, c'est tout bêtement le dogme familial d'un gamin de 10 ans. C'est la voix du père, la voix de la mère, les règles domestiques, les choses qu'on croit et qu'on pense comme des règles quand on a 10 ans, qui sont passées au filtre de mûrissement accéléré comme si c'était une religion révélée. Et le télescopage permanent des deux, c'est-à-dire que le gamin, en fait, dans son mûrissement à toute allure, questionne aussi bien l'islam, le judaïsme et les règles, comment on se comporte au salon ou à la cuisine, à la maison. Et ça, je trouve que c'est une source de plaisir, mais tout le long, quoi. Ça crée une drôlerie. I think that's the position of a reader. Family rules are a religion in itself. Yeah. So Also, that's what he says. So that's great to have in the same sentence or in the same questioning at one given moment. You will question the relevance of Muhammad and the rule of washing his hands. That's great. Or Beatles. Yeah. Right. Thank you. I have the idea that the position of the child is sort of the position of every reader. You know, it's very difficult to be omniscient and curious. La position de l'enfant, c'est la position de tous les lecteurs. C'est impossible d'être à la fois omniscient et curieux. Donc, and it's the child who has the greatest chance c'est l'enfant qui... within their world, and it's the reader, you know, like through all ages, and the reader, reading has a very childlike quality because it's receptive, but it's passive until it's active. It receives until it says oh, and then it intrudes on the text. So la position du lecteur, c'est comme une position comme un enfant, donc il reçoit jusqu'au moment où il va. Donc c'est effectivement le contraire de l'omniscience, c'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre, voilà, et puis jusqu'au moment où il va pouvoir questionner, et il aime ça. Puis, moi, je pense que c'est une des beautés et des qualités fondamentales de ce livre, c'est que même quand, franchement, ce qui est mon cas, on connaît vraiment pas grand-chose à la théologie judaïque, on connaît quelques trucs, quelques noms, mais qu'on n'a pas une vision claire.
pourrait se dire, ouais, tu vas pas te lancer dans un truc qui parle quand même de paradis islamique contre le régime. Et en fait, c'est vraiment pas grave, quoi. Parce que comme l'enfant reçoit, lui, les informations nécessaires, en fait, quand bien même il a le contexte culturel qu'on n'a pas nécessairement, mais lui, il reçoit les informations nécessaires au fur et à mesure, du coup, nous aussi. Et donc, en fait, cette espèce d'apprentissage accéléré, parce que c'est quand même pas un, vraiment, c'est pas un livre de 800 pages, c'est un livre de 160 pages ou 150, enfin, et donc, tout va très vite. Et donc, ça se sent dans les phrases, hein, on perd pas trop de temps quand même, hein, donc... Et on reçoit beaucoup cette information, ce qui fait que même en démarrant comme un lecteur relativement naïf, justement relativement enfantin vis-à-vis des vertiges religieux et métaphysiques qui sont proposés, en fait l'apprentissage se fait assez naturellement. Et je trouve que c'est narrativement assez incroyable d'avoir réussi à faire ça. Yeah. C'est peut-être un deuxième extrait. Ouais, non, parce que après peut-être que Noah voudra lire un extrait qui parle de vierge, peut-être. Mais nous, on en lit un autre. Should I explain maybe what the section is a little bit? Yeah. It's this is before this is a later chapter, but it's going back to before he dies. The boy dies, and they're going to the shoe store, and talking about his life at home, sort of before all of this paradise becomes his natural state. So this is the paradise before the paradise. This is home. A nodding of thought. That the heaven my grand Abba would say me about was not truly believed in. Probably not. That it was possibly null in the realm of the not yet existent. And another, as if a scatter of shots. That my parents needed another child like they would have wanted me to survive, desperately, and themselves too, to pair as if flippers or slippers. They would have saved me if they could, but they couldn't have even themselves. Merely parents. Marriage, then mating. Overprotective isn't how to be God. You have to live, I say. Walk outside your own house. Apartment, I say. Your own street, Chernichovsky. Your own Jerusalem city and the world itself on that wide and open and brightly clear afternoon of summermost waste when Abba said, shoes first, toy later. Have to feel free, I say, but no. There's always a ritual to be observed, an indet to honor, a blessing in the waiting, two-phrased at the crossroads it lies. Again, shoes, Abba said. We were in the market for shoes. For him, the queen insisted, we had to get shoes for him, because Abba had walked his old shoes out to salted nail, because he'd walked his old soles dead, and if he wasn't on his toes, then his feet along with them. Soon, the son of enough. Sky, the toenail under which he walked them to thin, at least they'd agree. Abba had to, the soul of the earth, salted so as nothing would ever again grow from its grave. A coffinless coffin's nail was what was hurting him in the walk from his bedroom, which was theirs too, through the hallway lined with the photographs. First from the bedroom 3 black and white, then after the bathroom 4 more in color, who remembers of what besides me, or who shot them, and inspect each one individually for a level hang on his run to the bathroom where he'd spend, they'd feel like hours resting his eyes on the newspaper. The queen had slipped under the door a moment after its rival, much, much, much earlier, when the large print was understood by her to be explained away to me later after I woke up from school, to which I walked terribly next door and encroaching only 10 shoe lengths down Chernichovsky Street, then walked from the bathroom through the hallway back to his bedroom again, which was theirs, to dress, leaving the bathroom under the guard of his stench, which the queen always hated, or else just said she did, but which I always found invitingly pleasant, nose-warming, congenially flushing of the congenital sinus. Then rushed back from his bedroom to the bathroom for a less timely sitting in his reek. Again the queen
Queen always said, after which he walked through the hallway again and further now down to the kitchen, where he sat for the breakfast the Queen always made, at which he ate and drank coffee while he read the black of the paper. The sports, the arts again, as the Queen, only after serving Abba and me, serving herself instant cafe or tea, she read the front of the paper again, which are the headlines, which tell the importance of the day or of yesterday, and what will not happen now, or cannot ever hope upon hopes happen again, to walk through the hallway from the kitchen to the front door, where he walked right into his shoes, waiting painfully on the mat that said the word Shalom. We'd always wipe our shoes on and just step all over. Opened the front door and walked out with a kiss for each of us, but the Queen's on one cheek, of 2 sumptuously risen Sabbath loaves, despite the day of the week, though mine was always on my forehead, on the head even then growing out of my head, and right out the front door, but out of which what walking and where I did not know exactly precisely, not to the step this walking the Queen said, all over the whole world creationdom. And why do you do that to yourself? Was what she'd always ask. Why don't you take a staff position at the Symphony Philharmonic Orchestra or at the opera? Abba would always answer her by saying that he had had enough opera at home, particularly Straussified, Richard, and so a freelancer. He was a true freelancer, and to remain a true freelancer, as opposed to a staff jobber, because he was a tuner. He was a piano tuner. Abba always said, I don't want to tune the same pianos month after month, moon in and moon out. I want to tune different pianos, and as many as possible, to redeem, to save as many as possible pianos. That's the job of a piano tuner, Abba always said, meaning, he often joked, a failed pianist. Then the Queen would stare him evil, then hug him tight. But we didn't have a piano in our apartment on Chernyakhovsky Street, because Abba wouldn't allow a big black cancer noise to interfere with his life. Abba once said, and I just now remember, that my Abba, he once also told me, that when 2 strings are mathematically perfectly in tune, they actually sound discordant. Donc, sac de nœuds dans ma tête, le paradis que me racontait mon grand tabac, personne n'y croyait pour de vrai. Improbable. Vraisemblablement nul et non advenu, dans le royaume du non encore existant. Et aussi, comme des tirs en rafale, mes parents avaient besoin d'un autre enfant, désespérément, tout autant qu'ils auraient voulu que je survive et survivre eux aussi, pour qu'on fasse la paire comme des chaussettes ou des chaussons. Ils m'auraient sauvé s'ils avaient pu, mais ils n'avaient même pas pu se sauver eux-mêmes. Ils n'étaient que des parents, pas plus. Épousailles et puis marmailles, surprotégés n'est pas un attribut de Dieu. Tu dois vivre, je dis, sortir de ta maison, appartement, je dis, de ta rue, Tchernyakhovsky, de ta ville de Jérusalem et de ton monde cet après-midi-là, grand et ouvert et d'une éblouissante clarté, ce caniculaire après-midi de suprême gâchis, où Abba avait dit « souliers d'abord, jouets ensuite ». Tu dois te sentir libre, je dis, mais non, il y a toujours un rituel à observer, une dette à honorer. Béni soit l'attente, menteuse formule, double sens à chaque coin de rue. Souliers, avait redit Abba, on était en quête de souliers. Pour lui, la reine exigeait qu'on lui achète des souliers parce qu'Abba avait usé les vieux jusqu'au clou, au clou salé qui avait fait rendre l'âme à ses vieilles semelles, et ses pieds auraient connu le même sort s'il n'était allé sur la pointe des pieds. Bientôt est fils de bien assez. Sous l'orteil qui pointait son ongle vers le ciel, il battait la trop mince semelle, là au moins ils étaient d'accord, Abba bien obligé, sur la semelle de la terre, si salée que rien ne pousserait jamais sur sa tombe. C'était à cause de ce clou de cercueil en manque de cercueil qu'Abba avait encore mal lorsqu'il était sorti de sa chambre, qui était aussi leur chambre, avait pris le couloir où s'alignaient des photos, en partant de la chambre, d'abord 3 en noir et blanc, et après les cabinets 4 autres en couleur, qui d'autre que moi ou celui qui les a pris se souvient de ce qu'on y voit. Qu'il vérifiait méthodiquement, chacune, une à une, qu'elles soient bien d'aplomb, tout en courant au cabinet, où il passait ce qui leur semblait des heures, à jeter un œil sur le journal. Réceptionné beaucoup plus tôt par la reine, qu'elle glissait sous la porte à peine il y entrait, puisqu'elle avait suffisamment compris ce qui a été écrit en grosses lettres pour pouvoir me l'expliquer plus tard lorsque je serais levé pour l'école, où tristement j'allais à pied, si proche et envahissante, à 10 pas de fourmis seulement dans la rue de Tchernyakhovsky. Et ensuite, lorsqu'il sortait des cabinets, il reprenait le couloir, revenait à sa chambre, qui était la leur, pour s'habiller, laissant les cabinets sous l'empestante protection de son odeur, que la reine depuis toujours détestait. En tout cas, c'est ce qu'elle prétendait, mais que toujours j'ai trouvé agréable, engageante, plaisante à la narine, et qui débouchait génialement mes sinus congénitaux. Et après, il filait au cabinet pour un deuxième séjour un peu plus bref. Dans ça, disait tout le temps la reine, pestilence.
après quoi il reprenait le couloir, poussait cette fois vers la cuisine, où il s'asseyait pour le petit déjeuner, comme toujours préparé par la reine. Il mangeait, buvait son café en lisant les pattes de mouche noires du journal, sport, culture, et encore culture, pendant que la reine, seulement après nous avoir servi, Abba et moi, se servait pour elle du café soluble ou un thé, et relisait la une du journal, ça s'appelle les gros titres. Ça parle des événements importants d'aujourd'hui ou d'hier, de ce qui ne va pas se passer ni maintenant ni jamais, même si on espère le contraire de toutes ses forces les plus espérantes. Et il repartait dans le couloir vers la porte d'entrée, où il enfilait ses chaussures qui l'attendaient, douloureuses sur le paillasson, où était écrit le mot shalom, sur lequel on devait toujours s'essuyer les pieds et qu'on piétinait allègrement. Il ouvrait la porte d'entrée et sortait en nous embrassant tous les deux, mais pour la reine, c'était sur l'une de ses deux joues somptueusement rebondies telles des brioches de Shabbat, quel que soit le jour de la semaine, alors que pour moi, c'était tout le temps sur le front, sur la tête, et même ça me passait par-dessus la tête, et il sortait, mais pour aller faire quoi ou comment, ça je ne savais pas vraiment, précisément, aucun indice dans sa façon de marcher. Pour conjecturer, la reine disait « de partout dans tout l'univers de la création », et aussi « pourquoi est-ce que tu t'infliges ça ?» Ça, elle le lui demandait tout le temps, et pareillement « pourquoi est-ce que tu ne trouves pas une bonne place au Symphonie Philharmonic Orchestra ou à l'opéra ?» Abba lui répondait toujours qu'il avait bien assez d'opéra à la maison, notamment à la sauce Strauss, Richard, et qu'indépendant il était, un vrai indépendant, et indépendant il resterait, le contraire d'un fonctionnaire, parce qu'il était accordeur de piano. Et Abba disait tout le temps, je ne veux pas accorder les mêmes pianos, mois après mois, l'une après l'une montante après l'une descendante, je veux accorder des pianos différents, autant de pianos que possible, offrir rédemption et salut au plus grand nombre de pianos, c'est ça le métier d'accordeur de piano. Abba disait tout le temps, ou plutôt souvent, par blague, pianiste raté. Et alors la reine, après un regard assassin, le serrait fort dans ses bras, mais on n'avait pas de piano dans notre appartement rue Tcherniskowski parce qu'Abba ne voulait pas laisser un, comme il avait dit un jour, cancer de bruit énorme et noir interférer dans sa vie. Et je viens justement de me souvenir qu'un jour mon Abba m'avait aussi dit que lorsque deux cordes sont mathématiquement parfaitement accordées, en fait elles font un son discordant. Moi je ne sais pas à quoi ajouter après des phrases pareilles. C'est beau, quoi. C'est bien lu, hein. Ça résonne différemment d'entendre un fragment que d'entendre le chapitre entier. It makes different sounds when you listen just to A short section, yeah. section Yeah. or the entire chapter. Yeah. Because the movement is different, the context is different. Each of these chapters were written to be to rush through to the end, you know, with the idea that by the time you got to the end, you wondered where you have been, why you have been there. It's the idea of writing a chapter as if the chapter doesn't exist, because it all seems like it's the beginning or opening to something, and then it just should end. And I had this idea of writing it somewhat in the form of life. You don't know that it's, you know, going. Organic. Yeah, but that it's rushing by you, and repeating. The days are repeating, the lines are repeating, and then it's over. But then, when I was looking for that form, it's the same form of a joke. You have the very, 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 very long setup, and then a very quick punchline. Over. And so that's the form of a lot of these sections. I thought also maybe it's a little bit stretch, but because of the theme, that some of the chapters, or maybe most of them, are like un compte à rebours. A countdown. A countdown, yeah. Because you might imagine the movie where you see the bomb, but it's in green lights. It's at a given pace. It's not too hectic, but it is becoming more and more. And at the end, it explodes. And I see, notably this one, it's really you have the impression when you read. I don't know if that's why it's difficult, because you have a lot of devices to put with use of capital letters or higher case, and it's not always easy to read that loud. But when you see that, it's really like there is a constant acceleration during the chapter. That's really the impression I had. It was, for me, it was. I mean, it was a thought of
how do you write a prayer, right? Comment est-ce qu'on écrit une prière? Yeah, and new prayers are horrible. No one wants to read new prayers, right? You want to read the old prayers, but you want to read the old prayers because you don't pay attention to reading them. You say them, you either memorize them or you just say them very quickly, but the sound has comfort, the words have comfort, but you only have to then stop and go back and look vertically into the words, and you kind of understand what's being said. And so I had this idea of, well, the way to write a prayer is to write something that almost makes the reader think that they're not reading it, that they're just sort of reciting the same thing every day. That was sort of, the repetitions have that ingrained. Alors, il y a les anciennes prières et les nouvelles prières. On n'aime pas les nouvelles, on aime bien les anciennes. Pourquoi? Parce que ça se répète comme ça. Et on n'a pas vraiment besoin de comprendre, on n'a pas besoin. Lui, ce qu'il aime bien, c'est ça, c'est cette espèce de mouvement. Le livre, hop, un mouvement pour aller jusqu'au bout, une blague. Et bon, c'est pas pour rien, wits, les jokes. Bon, hop, tu déroules, et hop, après tu as le punchline, comme on dit en anglais, la petite truc qui fait marrer tout le monde ou personne, mais enfin bon, qui est là. Alors lui, il a eu envie d'écrire comme un lecteur, lirait ses prières sans comprendre, percer, et ça se répète, et ça se répète, et ça se répète, et puis ça t'entraîne jusqu'au... About a year and a half ago, I wrote a book about, a non-fiction book about the history of the idea of attention. Mais il a écrit un livre il y a 1 an et demi sur l'idée de attention, faire attention, les concepts de... J'ai oublié comment on dit en français le truc d'attention, là, HD, HAD, blablabla. Oh, ADHD, yeah. Yeah. But it's the history of the idea of attention throughout history. Voilà. And one of the great things is Augustine, St. Augustine, wonders, how do you pray? Like, how do you... if you don't pay attention to the words. And he says that when he's praying, he's constantly going between two different... And by the way, this is, Augustine by tradition is the first person to read silently. To not read out loud, but to read silently. And he's saying that he was constantly between two states, a state of expectation and then reflection, but nothing in the middle. He was only expecting and reflecting, and the actual moment of reading was a blankness for him. And I kind of wanted to do something like that. Ok, donc il a écrit ce livre sur l'attention, et là, dans ce livre, il veut parler ce soir de ça, Saint-Augustin, qui parle à propos des prières, et quand on lit les prières, Saint-Augustin, en français on dit Saint-Augustin, dit, il était dans 2 états, et aussi il a voulu préciser que Saint-Augustin était le premier à ne pas lire à haute voix, contrairement à la tradition. C'est le premier à casser cette tradition et à lire silencieusement. Ok. Et donc, quand on lit, on est à la fois dans l'expectation, l'attente et la réflexion. He was expecting the words that would come next, and voilà, then reflecting the words that went before. Donc, but that exact moment, like that Bergsonian moment, On attend les mots qui arrivent derrière, et on réfléchit les mots qui étaient en avant, en arrière. Et entre les deux, il y a une sorte de vide. Présent, en fait. Voilà. À aucun moment. Il est toujours dans le mot d'avant et dans le mot d'après. Ouais. Hundreds of years before Henry Bergson. Comme si la lecture était un espace blanc. Voilà. Vierge, on pourrait dire. Quelle belle transition. C'est un appel du pied à Benoît? Non, je ne me permettrai pas. Je me demandais... évidemment, toutefois, you believe in God, you believe in your God, I think. You. No, not too much. I was saying, does the joke work in French? I don't know if the joke works in French, but it's in English. It's I don't practice my religion because I'm already good at it. Ok, voilà. Je suis pas pratiquant parce que... J'ai pas besoin de pratiquer, je suis déjà très bon. Voilà, je suis déjà très bien. Oui. That's lovely. It does work in French? It does, oh, it nice, does. Okay. He did it Ça demande perfect. de m'entraîner, on dirait. Ouais. Et ma question
c'est est-ce que tu l'as dit en français, Franck, Oui, je t'en prie. est-ce que quelqu'un qui, comme moi, est assez profondément mécréant, athée, on peut le dire, peut se retrouver dans son livre, peut. Okay, can you read oui. it if you complete your Moi, thesis? c'est ce que je disais, c'est mon cas aussi. Oui, hein. oui. C'est vraiment, Sure. Yeah. Mm-mm. You sure? Yeah. I'm sure. Parce que je Atheist l'ai or pas lu. agnostic? Je l'ai pas lu. Non, non, lui c'est complètement athée, Yeah. je crois. Agnostic, yes. Atheist, I don't know. Ah, tu es Well, sûr, I'm completely atheist and Yeah, I yeah, loved yeah, it I'm and joking. yeah, no, Ça of course. m'intéresse. Oui, oui, oui. Mais évidemment, je ne me projetterai pas dans aucun des paradis, aucune des prières, ni dans Saint-Augustin. Ça, c'est pas mon univers. Mais je sais qu'ils existent et je sais qu'on peut spéculer. Et en parler à et en l'infini, oui. parler. Voilà. Alors, moi, ce que je peux dire, I want to talk for myself, Yeah. just a little bit, c'est que ce livre, il a cet aspect de parler de théologie et d'eschatologie et de philosophie et de je sais pas quoi. Il a un autre aspect qui est de parler d'un pauvre petit gamin que il est juif, il est juif, mais surtout il a plus son papa, sa maman et sa famille et son machin, et c'est ça l'horreur. Ouais. Et c'est l'horreur de l'horreur de l'horreur. Ok, que ça soit. C'est aussi l'histoire d'une histoire politique, quoi. Donc c'est un autre angle, point of view. Ok, on est là, il y a des juifs, il y a des arabes, ils pensent pareil, ils parlent pareil, ils sont les mêmes, ils sont pas les mêmes, ils sont... Ok, bon, ça c'est un autre Il y a angle. le livre avec Dans le même livre, les mêmes 125 pages, et sans aller chercher loin. Hein. C'est-à-dire, après, si on a envie d'être très très intelligent et de creuser dans tous les sens, il y a de quoi. Parce que c'est fait d'une façon tellement extraordinaire que on commence à creuser ici, on arrive fatalement à un truc invraisemblable qui se retrouve ici et qui... ok, mais sans creuser, juste comme ça. Plof, 50 histoires qui sont là. Le paradis, c'est juste une histoire et c'est tout. So sorry, now I tell you what I said. It's like, the business of the paradise is just one of the business of that book. Yeah. There's so many stories there. There's the story of this little kid who is missing his parents. There's the story of why are Jews and Muslims so different. There's just the political stories. There's the poetic stories. There's so I mean, even if you're not that interested in paradise, you can read it. There's food for you. Yeah, I mean, Whatever. for me, it's the music of it. Yeah. That, yeah, I care about. But I think it's right. In 100 or so pages, you have the story of it's a young boy who was in a few minutes and then hours he has to question everything he knew before, be it real or not. Be it real, his family life, the precepts that were governing before his life, and what is obviously not real, paradise events of whatever religion, who cares. And he has to question everything, from the most concrete Yeah. to the most abstract, in a very short time frame. And that's very powerful. Et tout est accéléré un peu comme il a dit, parce qu'il est mort. Et il n'aura plus jamais rien. Il n'aura plus jamais ses parents, sa famille, son cœur. Il n'aura jamais d'enfants, il n'aura jamais plus. Il est mort. Voilà. Et après, En plus, il est trop jeune it's pour apprécier exactly what vraiment you toutes said ces before. houries. It's like the starting point is I am dead. Ça lui parle pas tant que ça. And then everything else happens after. Yeah, and I will never see back my parents. I will never have children. I will never. Yeah, And but I will know all all of that. them. Yeah. Yeah, but now I've got this wonderful knowledge. Which is I which is very much the condition of post observant or post orthodox religious life. I mean, the great element of a cultural religion is that you don't believe, but you have the literature.
But the worst element of a cultural religion is that you know everything, but you feel nothing. So those are the, you know what I'm saying? Those are the two sides. Either being too intellectual, feeling nothing. Yeah. Bon, donc là, il faisait l'opposition entre au bout de la culture de la religion. Soit on est cultivé, on sent rien, soit on sent tout et on n'est pas cultivé, blablabli, et blabla. Bon, mais il a dit 1000 fois mieux, quoi. Mais Oh, secularism. Il y a un autre livre qui est paru il y a quelques années où il y a en même temps un pianiste et un paradis qui est décrit. Mais alors, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est au piano des Schnoz. Dans le piano des Schnoz, he describes his paradise and it's very, very sad and very... la lumière et partout la même, tout est... Well, that was a particular historical period as well, but yeah. C'était très différent, ça n'a rien à voir. Voilà, mais en tout cas, je tenais à vous dire, mais je pense que vous l'avez saisi, ou vous le saviez déjà avant, hein, que c'est un livre qui est absolument passionnant, parce qu'il peut se lire à plein de niveaux différents. Il peut se lire de façon, effectivement, comme le disait, très savante, hein, si on le souhaite. Il peut se lire de façon très instinctive, très drôle, très vraiment comme une comédie, avec un comique en train de raconter des histoires. Et les deux fonctionnent parfaitement ensemble. Et puis il y a une langue effectivement qui porte, qui est ultra rythmique, avec vraiment des roulements de basse et de batterie derrière pour porter cette espèce de flow, hein, qui est irrépressible, et tout ça dans un gamin qui démarre à 10 ans, et quand il finit, il a peut-être 100 ans dans sa tête, hein, tellement il a mûri. 1000 ans. Il a plus de souvenirs que s'il avait 1000 ans, je crois, hein, comme dit l'autre. Ouais. Je trouve que c'est à la fois un tour de force, mais c'est un tour de force qui est très plaisant et très, très drôle à lire, quoi, en fait, ce qui est pas si évident en fait, à faire, en général. Enfin, voilà. Bon, je vais l'acheter. Excellent choix. Merci beaucoup. Thank you for having me. Thank you so much. Thank you. Thank you.